Alors que la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa 3e année, Adolf Hitler et ses alliés de l'Axe poursuivaient leur avancée dans de nouveaux territoires inexplorés. En 1942, les vastes armées du Troisième Reich s'enfonçaient de plus en plus profondément en Russie, combattant l'armée rouge dans les rues déchirées par la guerre de Stalingrad, tandis que plus au sud, ils avaient atteint les montagnes glacées du Caucase. En Afrique du Nord, les troupes allemandes et italiennes avaient franchi la frontière égyptienne et se rapprochaient des champs pétrolifères du Moyen-Orient. En Extrême-Orient, les alliés japonais de Hitler avaient étendu leur influence bien au-delà des limites de leur minuscule empire insulaire et commandaient de vastes étendues de terre et d'océans qui s'étendaient de l'Asie du Sud-Est aux îles reculées du Pacifique. Des millions de personnes allaient en subir des horreurs inimaginables alors que les puissances de l'Axe encerclaient le globe, jetant un règne de peur et de terreur sur chaque nation qu'ils occupaient. Mais pour ceux qui continuaient à lutter sous l'ombre du nouvel ordre, à l'automne 1942, l'espoir se profilait à l'horizon. La force des Alliés grandissait et avec l'Union soviétique, l'Amérique et la Grande-Bretagne maintenant unies, l'équilibre des pouvoirs commençait à changer. En novembre, les Alliés seraient enfin prêts à lancer leur invasion de l'Afrique du Nord, et tandis que la 8e armée repoussait l'ennemi hors d'Égypte, les forces allemandes et italiennes dans le désert occidental feraient bientôt face à une attaque sur 2 fronts. En attendant, les soldats soviétiques, qui combattaient la Grande Guerre patriotique en Russie, étaient eux prêts à lancer leur contre-offensive à Stalingrad. Et alors que la ville tombait sous l'emprise glaciale de l'hiver, la 6e armée allemande serait bientôt piégée sans espoir d'évasion. Des plaines gelées de l'Union soviétique aux jungles les plus sombres du Pacifique, la lutte contre l'Axe prenait de l'ampleur et enfin les marées de la guerre commençaient lentement mais sûrement à tourner en faveur des Alliés. Personne n'aurait pu prévoir cependant la rapidité avec laquelle le Japon créerait son nouvel empire et en 1942, l'ennemi de l'Est avait revendiqué un territoire qui s'étendait de la frontière occidentale de la Birmanie aux portes de l'Inde jusqu'aux îles aléoutiennes glacées près de l'Alaska et avait conquis des îles aussi loin au sud que la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon dans le Pacifique Sud. Alors que les conquêtes se multipliaient, en 1942, certains estimaient que davantage devrait être fait dans le théâtre de guerre du Pacifique et les commandants navals américains étaient particulièrement désireux que l'attaque sur Pearl soit vengée. Déterminé à riposter contre les Japonais, l'amiral Ernest King a insisté pour qu'une offensive soit lancée sur l'île de Guadalcanal qui faisait partie des îles Salomon au nord-est de l'Australie. Les Japonais avaient de commencer à construire un aérodrome ici et leur présence dans la région posait une menace considérable pour les ports australiens. King craignait que les routes maritimes entre l'Australie et l'Amérique ne soient bientôt coupées et avec des troupes déjà arrivées dans le Pacifique, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la possibilité d'une contre-attaque alliée. Malgré la directive qui donnait la priorité à la zone de guerre européenne, les chefs d'état-major conjoints à Washington ont finalement accepté la campagne de King et le 7 août 1942, le premier débarquement amphibie américain de la guerre du Pacifique avait eu lieu, marquant le début du passage de l'Amérique des opérations défensives à l'action offensive. Les batailles dans les jungles sombres et humides des îles Salomon seraient néanmoins longues et amères, avec plus d'hommes perdant la vie à cause de maladies mortelles qu'à l'ennemi. En mer, entre-temps,
de féroces batailles navales continueraient à faire rage, causant de lourdes pertes des deux côtés. Le 26 octobre, le porte-avions USS Hornet, qui avait lancé la première attaque sur le continent japonais lors des raids de Doolittle en avril, a été touché lors de la bataille des îles Santa Cruz. Ce serait une perte majeure pour la flotte américaine, mais peu de choses pourraient être faites pour sauver le porte-avions qui a subi de lourds dommages par bombes et torpilles. Néanmoins, les Américains avaient un avantage important, ayant saisi l'aérodrome de Guadalcanal aux Japonais dès les premiers jours de la bataille. L'aérodrome de Henderson était maintenant en train d'être transformé en une base aérienne de taille considérable et poserait une menace considérable à toute tentative de l'ennemi d'envoyer des troupes fraîches sur l'île. Alors que les Américains poursuivaient leur bataille épuisante pour la suprématie, le nombre de prisonniers japonais augmentait et en décembre, il était évident que la campagne de King dans les îles Salomon avait été un succès. Alors que l'ennemi se retirait plus loin vers la côte ouest de Guadalcanal, il a été décidé que les marines américains épuisés pourraient enfin se retirer et laisser les divisions de l'armée prendre le relais. À la fin de l'hiver, en février 1943, Guadalcanal serait sécurisé et les Américains seraient prêts pour leur prochaine étape dans la guerre du Pacifique. Pendant ce temps, à plus de 4000 miles au nord des îles Salomon, les soldats américains étaient confrontés à un défi très différent. Les îles Aléoutiennes, qui se trouvent au large de la côte de l'Alaska dans le Pacifique Nord, avaient été envahies par les Japonais en juin 1942, plaçant l'ennemi inconfortablement près du Canada et de la côte ouest de l'Amérique. Avec le risque d'attaques aériennes sur le continent américain devenant une réelle possibilité, il a été décidé d'envoyer un petit nombre de troupes occuper l'île d'Adak quelques semaines après l'invasion de Guadalcanal. De là, on espérait que des frappes pourraient être lancées sur les forces japonaises basées sur les îles de Kiska et Attu. Le temps extrêmement froid et le terrain gelé poseraient autant de problèmes aux soldats américains dans les Aléoutiennes que la chaleur et les jungles infestées de maladies des Salomon avaient posé aux marines américains. Du brouillard épais et des vents forts, aux températures plongeantes et aux conditions glaciales, les Américains basés à Adak auraient beaucoup à affronter. Néanmoins, leur détermination à vaincre les Japonais les a maintenus en lutte contre les pires conditions météorologiques et ils seraient bientôt prêts à lancer leurs premières attaques sur l'ennemi. La clé de la victoire dans les Aléoutiennes serait la puissance aérienne, il y a donc la construction d'un aérodrome approprié pour garantir que le bombardement des bases japonaises puisse commencer le plus tôt possible avait été en tête de la liste des priorités. Bien que les conditions ne soient pas toujours idéales pour voler, une fois que la base aérienne était prête à être utilisée, les pilotes américains commenceraient à braver le temps glacial et à infliger autant de dégâts qu'ils le pouvaient aux forces japonaises dans la région. La bataille pour évincer l'ennemi prendrait néanmoins du temps et ce ne serait qu'en 1943 que les troupes américaines pourraient s'aventurer sur Kiska et Attu pour s'assurer que les Aléoutiennes étaient débarrassées des envahisseurs. Alors que les événements dans le Pacifique étaient principalement axés sur l'invasion de Guadalcanal, la guerre dans les Aléoutiennes deviendrait connue sous le nom de guerre oubliée. Les hommes qui se sont battus ici joueraient néanmoins un rôle important dans le conflit mondial et de nombreuses vies seraient perdues alors qu'ils se battaient pour protéger le continent américain et les routes maritimes du Pacifique de la menace d'attaque.
Les campagnes dans les Aléoutiennes et à Guadalcanal restaient néanmoins secondaires par rapport à la question plus pressante de la défaite de l'Allemagne nazie. En 1942, des centaines de milliers de soldats soviétiques étaient tués sur les champs de bataille de Russie et l'urgence d'ouvrir un second front en Europe grandissait de jour en jour. Il y avait eu beaucoup de débats parmi les commandants alliés sur l'endroit où lancer leur attaque et en 1941, Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt avaient discuté de la possibilité d'une ambitieuse invasion transcanale de la Grande-Bretagne vers la France occupée. L'entreprise était largement soutenue par les commandants américains, mais les Britanniques étaient de plus réticents, méfiant de la force des nazis en France. L'armistice, signé entre la France et l'Allemagne, en 1940 avait placé le nord et l'ouest de la France, y compris toute la côte atlantique, sous le contrôle des troupes d'Hitler, et l'envoi de forces britanniques et américaines nouvellement formées pour affronter les nazis aguerris était considéré comme une mission suicide. En août 1942, de telles craintes avaient été justifiées lorsqu'un raid à petite échelle lancé sur Dieppe, dans le nord de la France, avait eu des résultats désastreux. Le port était farouchement défendu par les Allemands et sur les 6000 Canadiens et Britanniques qui avaient participé au débarquement, plus de 4000 étaient tués, blessés ou portés disparus à la fin de la campagne. La tragédie a montré que les nazis ne céderaient pas un pouce du territoire qu'ils avaient conquis sans une lutte acharnée. Bien que les expériences de Dieppe contribueraient à de meilleures préparations pour l'invasion finale de la France, il était clair qu'il fallait plus de temps avant qu'une attaque à grande échelle puisse être lancée. Et bientôt, une mission alternative commença à gagner en popularité. En plus de la France elle-même, les nazis contrôlèrent les colonies françaises en Afrique, et celles-ci jouaient un rôle clé dans les batailles de l'Axe qui se déroulaient dans le désert occidental. Les ports en Algérie et en Tunisie garantissaient que les approvisionnements cruciaux pour les troupes italiennes et allemandes arrivaient sans entrave à travers la mer Méditerranée vers l'Afrique du Nord, et cela posait un problème considérable pour les troupes britanniques et du Commonwealth protégeant l'Égypte. Malgré toutes les tentatives pour freiner l'avance de l'ennemi, le 30 juin, les troupes de l'Axe dirigées par le général Erwin Rommel avaient franchi la frontière libyenne et avaient atteint El Alamein, à seulement 60 miles d'Alexandrie. Il y avait maintenant un réel danger que les nazis s'emparent du canal de Suez, qui était d'une importance vitale pour l'équilibre des pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Suez reliait la Méditerranée à la mer Rouge et aux riches champs pétrolifères du Moyen-Orient, et s'il était saisi par Hitler, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'effort de guerre allié. Alors que la situation se détériorait en Afrique, il a été proposé qu'au lieu d'une invasion transcanale en France, une invasion de l'Afrique du Nord soit entreprise. Le plan était de saisir les ports et les aérodromes clés au Maroc et en Algérie lors d'une attaque simultanée sur Casablanca, Oran et Alger. Les troupes alliées avanceraient ensuite en Tunisie et saisiraient le port de Tunis, ce qui serait une étape importante pour restreindre les lignes d'approvisionnement de l'Axe. Les commandants navals britanniques estimaient que la prise de ces ports serait une étape essentielle pour prendre le contrôle de la Méditerranée, ce qui serait à son tour crucial s'il y avait un espoir de repousser l'ennemi hors de l'Europe occupée. On espérait qu'après l'invasion de l'Afrique du Nord, les Alliés seraient alors en mesure d'avancer sur le ventre mou de l'Europe et d'envahir l'Italie. Les commandants américains étaient initialement réticents à accepter l'invasion de l'Afrique du Nord, craignant que les Britanniques ne veuillent reporter indéfiniment une invasion à grande échelle du nord de la France, mais le président Roosevelt avait noué une étroite amitié avec Winston Churchill et soutenait le mouvement. Le général Dwight D. Eisenhower a été choisi pour coordonner l'invasion, qui a été baptisée Opération Torche, et à l'été 1942, il est arrivé à Londres pour commencer les préparatifs de l'attaque. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, la lutte pour freiner l'avance nazie se poursuivait. Le général Bernard Law Montgomery
autrement connu sous le nom de Monty, avait pris le commandement de la 8e armée en Égypte en août 1942 et était déterminé à ce que Rommel et ses troupes n'avancent pas plus loin qu'El Alamein. La 8e armée avait farouchement défendu sa position lors de la bataille d'Alam el-Halfa à la fin du mois d'août et formait maintenant une ligne de défense qui s'étendait de la côte à l'impénétrable dépression de Qattara. Ce qui garantirait que les Allemands et les Italiens seraient tenus à distance pour le moment. Il ne faisait guère de doute que les troupes de Rommel attaqueraient bientôt à nouveau cependant, et l'objectif de Montgomery, au début de l'automne 1942, était de préparer une contre-attaque spectaculaire qui expulserait l'axe de l'Égypte et le repousserait en Libye. D'énormes quantités d'armes et de munitions ont été stockées pour donner aux troupes de Montgomery une puissance de feu supérieure. Des chars supplémentaires sont arrivés d'Amérique et alors que d'autres forces arrivaient pour rejoindre la 8e armée, Montgomery disposait bientôt de près de 200 000 hommes. En attendant, les avions alliés faisaient tout leur possible pour détruire les lignes d'approvisionnement de l'Axe. Les forces de Malte interceptaient les navires en Méditerranée tandis que la Desert Air Force menait une campagne incessante contre les navires de ravitaillement de l'Axe bombardant les ports libyens proches de la frontière avec l'Égypte. Cela signifiait que la plupart des approvisionnements de Rommel devaient être expédiés à Benghazi et à Tripoli, qui étaient beaucoup plus à l'ouest et à une distance énorme d'El Alamein. Bientôt, le flux de fournitures traversant la Méditerranée vers les armées de l'Axe avait chuté à un niveau misérable et Rommel commença à réaliser que la guerre en Afrique ne serait pas gagnée sans plus de soutien aérien. Cependant, les avions de la Luftwaffe allemande étaient occupés dans les batailles de l'Union soviétique, laissant la puissance aérienne alliée incontestée dans le désert occidental. En octobre 1942, moins de la moitié des fournitures de Rommel arrivaient et pour aggraver les choses, la santé du commandant avait commencé à décliner. Il décida de prendre un congé de maladie et partit pour l'Allemagne pour se remettre de sa maladie, laissant ses troupes au commandement du général Georg Stumme. Mais le départ de Rommel n'aurait pas pu arriver à un pire moment car Montgomery s'apprêtait à lancer sa contre-attaque. Des mois de planification minutieuse étaient enfin terminés et le 23 octobre, les troupes alliées se préparaient pour leur plus grande bataille à ce jour. Dans le silence du désert, tous ont tenu compte du message simple de Monty que chaque officier et homme devrait entrer dans la bataille avec la détermination de la mener à bien, de se battre et de tuer et enfin de gagner. À 21h40, l'assaut a commencé, avec le plus grand bombardement d'artillerie depuis la Première Guerre mondiale. 900 canons d'artillerie ont tiré sur les lignes de l'Axe pendant 15 minutes, de sorte que le sol tremblait bientôt sous la puissance pure de l'attaque. Alors que les obus pilonnaient les défenses de Rommel, l'infanterie avançait et dégageait rapidement la voie pour les divisions blindées. La bataille se poursuivrait pendant 14 jours et nuits, et bien que Rommel ait fait son chemin de retour en Afrique du Nord pour aider à freiner l'avance alliée, le 2 novembre, il savait qu'il était battu. Malgré les ordres d'Hitler de se battre jusqu'au bout, le commandant nazi a commencé sa retraite 2 jours plus tard. De retour en Grande-Bretagne, la nouvelle de la victoire de Montgomery à El Alamein devait être célébrée à travers la nation et pour la première fois depuis le début de la guerre, les cloches des églises sonnaient à travers le pays pour célébrer. Personne n'était plus soulagé par la nouvelle que le Premier ministre, dont la popularité avait commencé à souffrir alors que les Alliés étaient défaits dans des batailles de Dunkerque en France à Singapour en Extrême-Orient.
La nouvelle de la victoire de Montgomery n'est pas arrivée un instant trop tôt. Et tandis que Rommel était battu hors d'Égypte, la foi a été restaurée en Churchill, qui a finalement pu se vanter d'un succès allié. S'adressant à la Chambre des communes au début de novembre, il a annoncé « Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. » Churchill ne doutait pas que la bataille d'El Alamein marquait un tournant important dans la Seconde Guerre mondiale et de nombreuses années plus tard, il écrirait « Avant Alamein, nous n'avons jamais eu de victoire. Après Alamein, nous n'avons jamais eu de défaite. » Les Britanniques avaient enfin une bonne raison de célébrer, mais de nombreuses batailles difficiles étaient encore à venir, et l'opération Torche, l'invasion de l'Afrique du Nord, s'avérerait être un champ de mines diplomatiques bien avant que les troupes britanniques et américaines aient l'occasion de débarquer en Algérie et au Maroc. Pour que la campagne réussisse, il était important de persuader les forces françaises de Vichy en Afrique du Nord de collaborer avec les Alliés, et Roosevelt craignait que l'implication britannique dans l'invasion ne puisse compromettre l'ensemble de la campagne. Bien que la France et la Grande-Bretagne aient combattu ensemble lors de la Première Guerre mondiale et aient été alliés au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Paris est tombé aux mains des nazis en 1940, l'amitié entre les deux pays est devenue tendue pour le moins. Le gouvernement français, dirigé par Paul Reynaud, avait essayé d'échapper aux nazis avançant après l'invasion de la capitale française, se déplaçant plusieurs fois jusqu'à atteindre Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Mais certains politiciens ont demandé la fin des hostilités. Et malgré les objections de Reynaud, le 22 juin, un armistice a été signé entre les Français et Adolf Hitler. Reynaud a démissionné et a été remplacé par le maréchal Pétain, âgé de 84 ans, qui a mis en place un nouveau gouvernement à Vichy. Le régime de Vichy a été reconnu diplomatiquement par l'Amérique, qui espérait utiliser la persuasion douce pour ramener les Français de Vichy du côté des Alliés. Mais la Grande-Bretagne a adopté une position différente. La collaboration des Français avec l'Allemagne nazie présentait de nombreux risques pour le pays et il y avait des craintes que la flotte française, l'une des plus puissantes du monde, ne soit bientôt contrôlée par les nazis. Les répercussions de cela seraient catastrophiques pour la Grande-Bretagne, qui luttait déjà pour survivre alors que les sous-marins nazis resserraient leur étau sur l'Atlantique. Pour récapituler, Churchill, qui était Premier ministre depuis moins de 2 mois, a ordonné que la marine française rejoigne les forces de la Royal Navy britannique ou soit neutralisée d'une manière ou d'une autre pour empêcher les navires de tomber entre les mains allemandes ou italiennes. Il y avait déjà des navires français dans les ports britanniques et ceux-ci ont été rapidement embarqués, mais la concentration la plus puissante de navires de guerre français se trouvait au port de Mers el-Kébir, en Algérie française, et c'est ce escadron qui préoccupait le plus Churchill. Malgré les assurances de l'amiral Darlan, ministre de la Marine française, qu'il n'y avait aucun danger que les Allemands s'emparent des navires en Afrique du Nord, le Premier ministre britannique était déterminé à éliminer tout risque possible pour la sécurité de la Grande-Bretagne. Churchill a pris l'une des décisions les plus controversées de sa carrière lorsqu'il a ordonné que la flotte française soit attaquée à moins qu'elle ne quitte sa base en Algérie pour les eaux alliées. Après l'échec des négociations, les Britanniques ont ouvert le feu le 3 juillet 1940. Beaucoup ont condamné la décision de Churchill et l'amiral qui avait reçu l'ordre de faire l'attaque a déclaré que c'était la plus grande erreur politique des temps modernes. Mais alors que les politiciens réprimandèrent le Premier ministre, l'attaque avait prouvé au monde que les Britanniques opposeraient une lutte acharnée à la menace des nazis, quel qu'en soit le coût. Cependant, en 1942, les événements de l'été 1940 posaient un problème à l'attaque prévue sur le territoire français de Vichy en Afrique du Nord. Roosevelt estimait que les Français réagiraient au mieux aux troupes américaines et suggérait que toutes les forces d'atterrissage soient des troupes,
ou des marines américaines. Les Britanniques, désireux d'encercler le reste des troupes de Rommel, ne devaient pas être laissés de côté. Et il fut finalement décidé que tandis que l'attaque sur Casablanca, au Maroc, et Oran en Algérie serait lancée par des forces purement américaines, une combinaison de forces britanniques et américaines envahirait Alger. Les troupes britanniques ont entre-temps reçu l'ordre de coudre le drapeau américain sur leurs uniformes dans l'espoir que cela apaiserait les Français. Le président Roosevelt a également pris de nombreuses autres mesures pour s'assurer que les forces françaises de Vichy, qui étaient bien plus nombreuses que les unités alliées, collaboreraient avec les plans d'invasion. Il a écrit une lettre personnelle au maréchal Pétain le pressant de soutenir les Alliés. Il a même essayé de gagner la population arabe en Afrique du Nord en commandant une proclamation affirmant que les saints guerriers américains étaient arrivés. Priez pour notre succès au combat et aidez-nous, et Dieu nous aidera tous les deux, faisait partie de ce message inhabituel, mais on ne sait pas s'il a eu un grand impact sur la population locale. Entre-temps, Roosevelt avait envoyé un diplomate du nom de Robert Murphy à Alger en tant que son représentant personnel en Afrique du Nord. Murphy avait pour tâche de contacter tous les éléments politiques potentiellement amicaux en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et on lui avait confié la tâche de trouver une figure de proue française pour l'attaque. Murphy est rapidement convaincu que le général Henri Giraud, qui avait récemment acquis une certaine notoriété après s'être échappé d'une prison nazie, était l'homme de la situation. Giraud avait été détenu par les nazis pendant 2 ans, et bien qu'il soit un partisan de la France de Vichy, il refusait de collaborer avec les Allemands, un fait qui était de bon augure pour les Alliés. L'alternative pour le commandement français en Afrique du Nord était le général Charles de Gaulle qui avait été basé à Londres depuis que les nazis avaient occupé la France. De Gaulle était considéré comme le leader des Français libres, mais Roosevelt estimait que si l'on voulait avoir une chance de gagner les commandants français de Vichy, Giraud serait la meilleure alternative. Pour l'instant, De Gaulle devait être tenu à l'écart de toutes les opérations, bien qu'il devienne plus tard une présence importante dans l'effort allié contre l'Allemagne. Alors que la délicate situation politique était négociée, des centaines de navires alliés commençaient à se diriger vers l'Afrique du Nord. Les forces de tâche centrales et orientales ont quitté les îles britanniques pour se diriger vers l'Algérie, tandis que la force de tâche navale occidentale de 102 navires et plus de 24 000 soldats américains ont quitté les États-Unis pour traverser les eaux infestées de sous-marins de l'Atlantique. Leur destination était le Maroc français et pratiquement tous les hommes à bord allaient entrer en action pour la première fois. Juste quelques mois plus tôt, ils travaillaient comme commis, avocats, vendeurs et mécaniciens de garage, mais bientôt, ils devraient faire face aux exigences écrasantes de la bataille. Lorsque les navires étaient à plusieurs jours en mer, ils étaient informés de l'endroit où ils allaient débarquer et apprenaient les phrases de base de la langue parlée là-bas. L'instruction en français a été complétée par des leçons d'arabe élémentaires et pendant que certains apprenaient des langues, les fantassins travaillaient sans relâche à préparer les armes dont leur vie pourrait dépendre. Not known whether the French African Army will contest our landing. But all resistance, by whomever offered, must be destroyed. However, when any of the French soldiers seek to surrender, you will accept it and treat them with the respect due a brave opponent and future ally. Remember, the French are not Nazis or Japs. Les 3 forces de tâche impliquées dans l'invasion procédaient avec le plus grand secret et bien qu'il y ait eu de nombreuses inquiétudes que les sous-marins attaqueraient,
le commandement allemand n'a pas apprécié l'importance des convois et la menace qu'ils représentaient pour l'Afrique du Nord. En fait, certains commandants croyaient que les navires étaient tant des convois de ravitaillement en route pour Malte. Mais bien que les sous-marins aient échoué à détecter la menace alliée, il y avait d'autres dangers auxquels les forces d'invasion devaient faire face. Le mauvais temps a provoqué une mer agitée près de la côte atlantique de Casablanca, et il a été décidé que la force de tâche occidentale devrait être déviée vers Gibraltar, où les autres navires se regroupaient. La base insulaire alliée, qui se trouvait entre l'Espagne et l'Afrique du Nord, était l'endroit où le général Eisenhower avait son quartier général enfoui profondément sous la base du rocher. Mais les navires qui se préparaient pour l'invasion n'étaient pas les seuls nouveaux venus à Gibraltar. À la veille de l'invasion, le général Giraud a été amené à la base par sous-marin. Giraud croyait qu'il allait commander l'invasion, et il y a eu des moments de confusion pendant qu'Eisenhower expliquait la mission à travers son interprète. Finalement, Giraud a accepté d'être un spectateur et serait prêt à intervenir plus tard en tant qu'administrateur de l'Afrique du Nord française. Aux premières heures du 8 novembre, les navires avaient été navigués jusqu'à leur position en préparation de l'attaque à 3 volets sur l'Afrique du Nord, et les forces de débarquement ont été lancées depuis leurs navires-mères. La force de tâche orientale a été divisée en 3 groupes, 2 se dirigeant vers des plages à l'ouest d'Alger et 1 à l'est. Il n'y avait pratiquement pas d'opposition française ici, et certains généraux français ont même accueilli les forces américaines. Entre-temps, 500 parachutistes américains avaient été transportés par avion depuis les îles britanniques pour aider à l'attaque sur Oran. Tous n'ont pas atteint leurs cibles au sud de la ville cependant, et la force d'attaque centrale a dû faire face à l'opposition seule. Après un engagement naval dans le port d'Oran, les troupes ont commencé à débarquer au petit matin du 8 novembre avec un groupe de combat débarquant à l'est de la ville et un autre à l'ouest. Leur objectif était de converger et de capturer la ville par un double enveloppement. Certaines unités ont fait face à la résistance, mais avant longtemps, tous les combats avaient cessé et les Français se sont rendus aux troupes alliées. La deuxième partie de l'attaque à 3 volets avait été accomplie avec succès, mais le troisième débarquement au nord et au sud de Casablanca serait une autre histoire. Un coup d'État visant à renverser le commandant Pro-Vichy à Casablanca avait échoué, et les défenses françaises attendaient maintenant la force de tâche orientale. Les Américains ont été pris pour cible par des éléments de la flotte française et une féroce bataille navale a éclaté au large de la côte du Maroc français. Bien que 4 des navires français aient finalement été coulés, entre-temps, les troupes qui débarquaient à terre rencontraient une forte opposition. Mais alors que les combats se poursuivaient, il y a eu un tournant qui aurait un effet profond sur l'avenir de la campagne en Afrique du Nord. Lorsque la force de tâche orientale est entrée à Alger, il a été découvert que le commandant français de Vichy, l'amiral Darlan, était dans la ville pour une visite privée.
saisissant l'occasion de traiter avec un représentant de Vichy de haut rang qui avait plus d'autorité que Giraud. Eisenhower a commencé à négocier avec le commandant de Vichy et lui a offert la possibilité de rester à la tête des forces françaises s'il rejoignait les Alliés. Garder le commandant de Vichy signifierait que le régime de Vichy, avec ses lois nazies et ses camps de concentration, serait maintenu, et pour beaucoup, cela était tout simplement inacceptable. De Gaulle, qui avait maintenant appris les événements en Afrique du Nord, était furieux et le général Giraud n'était pas enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de Darlan. Alors que les nouvelles de la collaboration d'Eisenhower avec le commandant de Vichy se répandaient à l'étranger, il y avait beaucoup de confusion en Amérique sur où se trouvaient les loyautés des commandants alliés. Et beaucoup étaient consternés par les négociations en cours avec la France de Vichy. Mais le fait demeurait que sans la collaboration de Darlan et un accord de paix permanent entre les Alliés et la France, beaucoup plus de vies seraient perdues pendant la bataille pour l'Afrique du Nord. Des centaines d'avions et de pilotes français étaient de prêt à attaquer les troupes alliées qui se dirigeaient maintenant vers la Tunisie. Et il était vital d'obtenir la coopération de Darlan pour que le reste de la campagne puisse réussir. Finalement, le 10 novembre, après être parvenu à un accord avec Eisenhower, Darlan ordonna un cessez-le-feu et les troupes françaises déposèrent leurs armes. Les combats se terminèrent à Casablanca et les forces alliées purent maintenant continuer leur marche vers Tunis. Mais les conséquences pour Darlan seraient au grave. Le maréchal Pétain ordonna immédiatement son renvoi de la marine française et Hitler, furieux de la nouvelle que Darlan avait collaboré avec les Alliés, ordonna aux troupes de marcher dans la France non occupée le 11 novembre. Cependant, l'invasion de la France de Vichy par les dirigeants nazis n'a fait que renforcer la détermination des Français à soutenir les Alliés et leurs troupes ont rapidement rejoint les unités britanniques et américaines en route pour la Tunisie. Alors que les chars alliés avançaient plus à l'est, à 1200 miles de là, la 8e armée faisait de rapides progrès dans la direction opposée, ayant chassé l'Axe hors d'Égypte. Les troupes de Montgomery continuaient à saisir des ports stratégiques le long de la côte libyenne et on espérait que Rommel et ses troupes seraient bientôt encerclés par les deux armées alliées. Alors que la bataille pour l'Afrique du Nord se poursuivait, Adolf Hitler craignait que l'Europe du Sud ne soit bientôt menacée et il ordonna l'envoi de milliers de troupes et de chars en Tunisie pour repousser l'attaque alliée. Pendant ce temps, le général Kenneth Anderson de Grande-Bretagne menait la course alliée pour Tunis avec la première armée. Ces troupes étaient composées de soldats américains et britanniques de la force d'attaque de l'Est, ainsi que de soldats français, et leur objectif était d'atteindre la capitale tunisienne avant l'arrivée des renforts de l'Axe. Le 22 novembre, les troupes d'Anderson étaient prêtes à lancer une grande offensive sur Tunis, mais le temps commença à entraver leur avance. En une semaine, des pluies torrentielles de décembre avaient transformé le paysage aride en un bourbier. Et les Alliés faisaient face à une lutte lente et difficile à travers le terrain instable. Alors que la boue devenait maintenant autant un ennemi pour la première armée que les troupes de l'Axe, les Alliés arrivèrent de trop tard pour saisir Tunis. Les renforts nazis avaient déjà consolidé leur position et commencé à lancer leur contre-attaque. Et il était clair que la lutte pour l'Afrique du Nord ne serait pas aussi rapide qu'on l'espérait initialement.
Les soldats américains inexpérimentés auraient à mener une lutte difficile avant de pouvoir s'emparer de la Tunisie. Mais pendant que la 8e armée progressait régulièrement de l'Est, le général Eisenhower était convaincu que l'Axe perdrait bientôt son emprise sur la région. De retour en Grande-Bretagne, Winston Churchill était jubilant et célébrait les événements du mois passé dans un discours à la population britannique. Now, we have just passed through the month of November, usually a month of fogs and gloom, but on the whole, a month I've liked a good deal better than some other months we've seen during the course of this present unpleasantness. And so I say to you, let us go forward together and put these grave matters to the proof. L'invasion de l'Afrique du Nord avait atteint ce que les dirigeants alliés espéraient, et alors que les combats se poursuivaient, une partie de la pression était maintenant retirée des soldats soviétiques qui se battaient autour de Stalingrad. Au début de novembre, Hitler avait vanté que Stalingrad est entre nos mains. Mais alors que l'attention était concentrée sur les événements en Afrique du Nord, il semblait ignorer que le général russe Georgi Zhukov avait commencé à rassembler une énorme force au nord de la ville en préparation d'une contre-attaque écrasante. Le 16 novembre, les premières neiges de l'hiver avaient balayé les champs de bataille russes et le destin était du côté des soldats soviétiques. Le fleuve Volga est devenu un pont gelé et les troupes de l'armée rouge pouvaient dès maintenant traverser dans la zone de combat. En quelques jours, ils étaient au prêt pour leur contre-attaque dramatique et l'artillerie russe a ouvert une manœuvre enveloppante gigantesque avec une armée au nord des Allemands et une autre au sud. Un demi-million de soldats russes et 15 000 chars avançaient en vastes colonnes tandis qu'à travers les steppes, une bande de 50 000 Cosaques déferlait sur le paysage hivernal. Sous l'assaut, la ligne allemande commença à fléchir. Puis les Russes firent d'une brèche, écrasant le 6e corps roumain le 20 novembre. L'objectif de Zhukov était que les deux forces russes se rencontrent de loin au sud-ouest de Stalingrad pour encercler toute la 6e armée allemande et couper ses lignes d'approvisionnement. En 4 jours, il avait atteint son objectif alors que les deux pointes du mouvement en tenaille russe se rencontraient à 100 km à l'ouest de Stalingrad. 250 000 soldats allemands étaient maintenant piégés à l'intérieur de la ville. Pour empêcher la 6e armée de briser l'encerclement, les Russes commencèrent à créer un corridor d'une largeur de plus de 100 miles qui séparerait l'armée du reste de l'armée allemande. Des centaines de chars ont été rapidement déplacés dans la région avec 60 divisions de troupes soviétiques. Mais au lieu d'inciter la 6e armée à s'échapper pendant qu'elle le pouvait encore, Adolf Hitler ordonna à leur commandant, le général Friedrich Paulus, de rester en position et de tenir la ville à tout prix. Le 23 novembre, Hitler déclara que Stalingrad était une forteresse à défendre jusqu'au bout. Hermann Göring, le député de Hitler et chef de la Luftwaffe, avait assuré aux leaders nazis que ces avions pouvaient larguer des approvisionnements à la 6e armée, mais fournir un si grand nombre de troupes était au-delà des capacités de l'armée de l'air allemande. Des conditions météorologiques épouvantables, des défaillances techniques et le feu anti-aérien soviétique ont tous limité les capacités de la Luftwaffe. Et alors que tous les efforts étaient faits pour apporter des approvisionnements aux soldats à Stalingrad, ceux qui étaient piégés à l'intérieur de la ville ont commencé à manquer de carburant, de munitions et surtout de nourriture.
alors que les forces soviétiques consolidaient leur position autour de Stalingrad, luttant pour réduire la poche des soldats de l'Axe, la situation pour les milliers d'Allemands à l'intérieur devenait désespérée. Il était de plus en plus évident que la Luftwaffe ne pouvait pas accomplir leur mission de ravitailler la 6e armée et des plans ont été élaborés pour une tentative de sauvetage. L'opération, nom de code Opération Tempête d'hiver, visait à percer l'encerclement et à soulager les forces allemandes piégées. Le 12 décembre, la 4e armée de panzer allemande, sous le commandement du général von Manstein, a commencé leur effort de secours et a initialement pris l'armée rouge par surprise. Ils ont fait de grands gains le premier jour et les forces de pointe ont réussi à vaincre les contre-attaques soviétiques, mais le 13 décembre, l'avance avait considérablement ralenti et 3 jours plus tard, les Russes ont lancé leur 2e offensive. Alors que la résistance et les pertes augmentaient, Manstein a fait appel à Hitler et au général Paulus pour commencer l'opération de sortie de la 6e armée, mais tous deux ont refusé. La décision s'avérerait fatale pour les centaines de milliers d'hommes encore à l'intérieur de Stalingrad. Bien que la 4e armée de Panzer ait continué à tenter d'ouvrir un couloir à la 6e armée entre le 18 et le 19 décembre, 2 jours avant Noël, Manstein a été contraint d'annuler l'assaut. La veille de Noël, la 4e armée de Panzer a commencé à se retirer à sa position de départ et la 6e armée a été laissée à leur triste sort. Les dernières étapes de la tentative de l'Allemagne nazie de conquérir l'Union soviétique avaient échoué. Et en janvier, les soldats encore en vie à Stalingrad n'auraient d'autre choix que de se rendre à l'ennemi. Partout dans le monde, les armées de l'Axe menèrent des batailles désespérées, et ce ne serait qu'une question de temps avant que les Alliés n'obtiennent leur victoire finale. Mais alors que beaucoup avaient de vraies raisons de célébrer pendant le Noël de 1942, les commandants alliés avaient peu de temps pour faire une pause dans leur poursuite continue pour vaincre l'ennemi. La lutte pour la Tunisie se poursuivrait bien après le Nouvel An et ce ne serait qu'au printemps que les Alliés pourraient revendiquer leur prix et marcher sur Tunis. Et après Tunis, il y aurait encore 2 ans de combat avant que les nazis ne se rendent. Pendant ce temps, dans le Pacifique, la lutte pour vaincre les Japonais serait longue et amère, alors que les Américains menaient certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre pour arracher une île après l'autre à leur contrôle. Bien que les marées de la guerre aient tourné, il restait encore d'innombrables batailles à mener à travers le monde et la lutte pour la victoire était loin d'être terminée.
Thank you.